suis là. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour depuis Paris. Je suis Gouza Naounou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, mais pour ceux qui me connaissent, je vous embrasse. Et pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, je vous embrasse. Pour ceux qui m'apprécient, je vous salue fraternellement et amicalement. Pour ceux qui ne m'apprécient pas, je vous salue aussi. Mes frères et sœurs, ce soir, je veux aborder un sujet important avec vous, un sujet très important, la sensibilisation citoyenne. Donc, on va parler de géopolitique. Ce sujet, depuis très longtemps, je voulais le traiter, mais au fur et à mesure que je vais traiter ce sujet, il y a d'autres thématiques. Comme on dit, qui remet à demain trouve malheur en chemin. Chaque fois que je remets à demain, il y a d'autres sujets, et je remets encore à demain, et il y a d'autres sujets. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais traiter ce sujet-là. Tout d'abord, bonjour à tous, bonjour à chacun d'entre vous. Tout d'abord, je veux répondre à une question qui m'a été posée par plusieurs d'entre vous concernant le coût de la vie. Alors, je vais répondre brièvement, mais le plus simplement possible, pour qu'on puisse comprendre ce que c'est que le coût de la vie. Le coût de la vie, en économie, pour vraiment le B.A.B.A, en économie, le coût de la vie, c'est la dépense mensuelle par famille. Donc, c'est la dépense mensuelle par famille qui prend en compte les frais liés au transport, les frais pour la nourriture, les frais pour le logement, les frais pour la santé, pour l'entretien. C'est ce qu'on appelle les coûts de la vie. Donc, on va dire les frais nécessaires pour vivre. Ce sont ces dépenses mensuelles liées aux frais nécessaires. Donc, on va dire les frais vitaux, ce qu'on ne peut pas, on est obligé de dépenser pour vivre. Donc, la nourriture, les transports, la maison, le logement, donc on dit le loyer, le coût du loyer, le coût de la nourriture, le coût de... et c'est toutes ces dépenses-là, par mois, qu'on fait, les dépenses qu'on a par mois, ce sont ces dépenses qu'on appelle le coût de la vie. En fonction du niveau de vie de chacun, on évalue le coût de la vie. Donc, en fonction du train de vie de chacun. Donc, je vais prendre un exemple simple. Un cadre n'a pas le même coût de vie qu'un ouvrier, par exemple. Ou, chose simple, un ministre a un train de vie qui est très élevé, contrairement à un pauvre ou à un ouvrier ou à un salarié, un simple salarié, un smicard, qui a un coût de la vie qui est, on va dire, un peu minable, et donc qui ne permet pas de vivre décemment. Donc, je prends, pour faire vraiment simple, comme je l'ai dit, je ne vais pas rester très longtemps sur cette thématique, parce que la thématique aujourd'hui, je vais parler des institutions financières internationales et leur fonctionnement. Et donc, je veux vraiment qu'on puisse expliquer à la masse ce que c'est que ces organisations, le fonctionnement de ces organisations internationales, parce que tout ça aussi, c'est relié, ça fait partie aussi de la géopolitique. Et donc, géopolitique, il faut expliquer, à l'Imasila, je t'embrasse, il faut expliquer à la population ce que c'est que, comment le fonctionnement de ces institutions internationales, comment ça fonctionne, comment ils financent, quels sont leurs critères. C'est ce qui va nous aider à éduquer la masse africaine, à comprendre le fonctionnement des choses. Donc, pour conclure avec le coût de la vie, je prends un exemple très simple. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, si je prends le cas, parce que c'est les Ivoiriens qui m'ont interrogé sur cette question, donc je prends l'exemple que je connais, qui est mon pays, la Côte d'Ivoire, le SMIC, il est à 60 000 francs ou à 70 000 francs. Donc, entre 60 000 et 70 000 francs. Donc, je préfère rester dans cette fourchette de prix, comme je n'ai pas... Je pense que le SMIC, il est entre 60 et 70 000 francs. Donc, si on veut parler de coût de la vie, par exemple, je vous donne vraiment le B.A.B.A, le terre à terre. Si on veut parler de coût de la vie,
on va voir, parce qu'on prend pas, on ne calcule pas le coût de la vie avec les 5 ou 10% du riche. C'est sur l'ensemble de la population. Donc, je pense qu'on est 30 millions d'habitants. 30 millions d'habitants. Donc, le coût de la vie, il faut le calculer sur les dépenses par famille ou les dépenses de la famille. Donc, on va dire le SMIC, il varie entre 60 et 70 000 francs. Donc, entre 60 et 70 000 francs, si le SMIC fait entre 60 et 70 000 francs, la question, c'est que ça veut dire, c'est la dépense. Donc, à la fin du mois, celui qui travaille, qui gagne les 70 000 francs, les 70 000 francs par mois, c'est sa dépense qui est là. Donc, le coût de la vie de celui-là, son loyer, sa nourriture, son transport. Ça, ce sont les choses il est dans l'obligation pour vivre, il doit faire ces dépenses-là. Donc, si on prend 70 000 francs CFA, ou bien 60 000 francs CFA, pour ceux qui sont là, si vous pouvez préciser un peu le SMIC ivoirien, si on prend 70 000 francs, moi je vais rester sur 70 000 francs, 70 000 francs CFA, qui est le SMIC ivoirien, le loyer en Côte d'Ivoire fait combien? Quand je vais dire le loyer, ça veut dire le loyer raisonnable pour vivre un peu dignement. Ça fait combien? Donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, pour vivre dans un appartement, dans une maison raisonnable, quand je dis raisonnable, hein, ça veut dire c'est le minimum vital, c'est pas en dessous de 50 000 francs CFA. C'est pas en dessous de 50 000 francs CFA. On est d'accord? Bon. Donc, si ce n'est pas en dessous de 50 000 francs CFA, ça veut dire on va rester sur 50 000 francs CFA. Le loyer. Or, le SMIC, il a 70 000 francs. Donc, ça veut dire que le salarié qui touche 70 000 francs, il ne peut pas faire face à cette dépense-là, qui est le loyer qui fait 50 000 francs. Parce que s'il est 70 000 francs, s'il enlève 50 000 francs, il ne pourra pas vivre. Et donc, il faut rajouter au loyer de 50 000 francs les frais pour la nourriture. C'est qu'il mange tous les jours pour vivre. Parce que si on ne mange pas, on meurt. Jeannette, à moi je t'embrasse. Si on ne mange pas, on meurt. Donc, manger, c'est vital. Ça fait partie des coûts de la vie. Donc, sur les 50 000 francs, il va rajouter les frais de nourriture. Comme il touche le SMIC, c'est qu'il travaille quelque part. Et comme il travaille quelque part, il faut qu'il mette les frais de transport. Donc, au final, le SMIC, le SMICard, peut pas faire face à la vie. D'où la vie, elle est chère pour lui. D'où la vie chère. Puisque aujourd'hui, avec 70 000 francs, il travaille, certes, il a un salaire de 70 000 francs, mais il ne peut pas vivre décemment. Donc, la vie, elle devient chère. Donc, c'est ce qu'on appelle le coût de la vie. J'attendais ce direct avec beaucoup d'impatience. Merci, Jacob Devario. C'est ce qu'on appelle le coût de la vie. Je pense que j'ai expliqué le plus simple possible. Mais c'est vraiment le b.a.-ba. Ça, c'est en matière économique, c'est la chose la plus simple à calculer. C'est le coût de la vie. Parce que c'est à partir de là qu'on évalue la qualité de vie de la population. Est-ce que sa qualité de vie est meilleure? Est-ce que sa qualité de vie n'est pas meilleure? C'est à partir du coût de la vie qu'on évalue la qualité de vie d'une frange de la population ou de la population. Donc, on part sur le SMIC. Si on prend, par exemple, sur les fonctionnaires, donc je pense qu'il doit varier entre 200 et 250 fonctionnaires. Les fonctionnaires sont payés à combien? S'ils sont payés à 150 000 francs ou 200 000 francs ou 250 000 francs, le fonctionnaire qui est payé à 150 000, 200 000 francs, il n'a pas le même coût que celui qui est payé à 70 000 francs. Parce que le fonctionnaire qui a 200, 250 000 francs CFA par mois, soit il va avoir un loyer de 100 000 francs. Donc, il va lui rester 150 000 francs pour vivre. Donc, il va avoir forcément, le fonctionnaire, il va avoir une petite voiture. Donc, les frais de transport. Or, le carburant est cher. Donc, ses dépenses augmentent. Et puis, il va avoir la nourriture. Et puis, les dépenses liées à sa famille. Donc, voyez, donc tout ceci, les dépenses par mois de ce que nous dépensons, on appelle ça le coût de la vie.
Et donc, évidemment qu'un ministre n'a pas le même train de vie qu'un simple fonctionnaire. Évidemment qu'un ministre n'a pas le même train de vie qu'un ouvrier, parce qu'on les appelle les ouvriers, ceux qui gagnent les 60 à 70 000 francs par mois, on dit les ouvriers. Donc, ce n'est pas le même coût de vie. Donc, je vais vraiment rester là. J'espère que j'ai été plus clair possible, parce que beaucoup m'ont écrit, Kouza, tu peux nous parler du coût de la vie. Qu'est-ce que c'est que le coût de la vie? Si vous n'avez pas compris, dites-moi. Je vais récapituler rapidement et puis je vais avancer sur mon sujet, qui est mon sujet du jour. Donc, le coût de la vie, c'est très simple. Alima Silla, tu nous instruis que de faire des cassements du papou. Merci beaucoup. Merci, je t'embrasse. Merci, bisous. Merci. Merci beaucoup de nous avoir éclairé la lanterne. Jacob Devario. Merci, plein de bis. Merci. Donc, voilà un peu ce qu'on appelle le coût de la vie. C'est pas de la théorie, c'est de la pratique, c'est le quotidien de ce que les gens vivent au quotidien. C'est ça. Et chaque mois, c'est qu'ils vivent ça qui est le coût de la vie. Le coût de la vie, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. C'est ce qui est réel. On va dire simple. C'est ce qui est dans l'assiette on appelle le panier de la ménagère. C'est ça le coût de la vie. Donc, on se dit, aujourd'hui, avec les inflations, avec les restrictions et tout, avec des crises, la vie, elle est chère pour les foyers les plus pauvres. La vie, elle est chère pour les personnes de la classe populaire, comme on dit. La vie est effectivement chère pour la classe populaire. Ça, on ne peut pas le nier. C'est une réalité. Ce sont des faits. Et donc, comment pallier à cela? Donc, je fais la transition sur mon sujet qui est le fonctionnement des organisations internationales. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du FMI. Pour que les gens comprennent. C'est des sujets vraiment, il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, je vais parler du FMI. Je vais prendre un pays type comme exemple. La Jamaïque. Pays type comme exemple. Quand on dit FMI, FMI c'est une banque. C'est une institution bancaire. Donc on dit la Banque mondiale. C'est pour ça, Fonds monétaire international. Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, c'est aussi une banque. C'est une banque mondiale. Le FMI a été fondé en 1944, après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, le FMI a été créé dans les accords de Bretton Woods, que le FMI a été fondé. Et donc, ce Fonds monétaire international appelé FMI a été fondé après la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait dire comment faire face à pallier, apporter des réponses, comme la guerre, elle a dévasté les États. Parce que la guerre mondiale, je l'ai expliqué la dernière fois, ça veut dire une guerre qui a éclaté dans plusieurs pays. Ça n'a pas commencé sur un pays, ça ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire pour des intérêts géopolitiques, la guerre peut passer d'un pays à un autre. La guerre peut passer d'un pays à un autre pour des intérêts géopolitiques. Un exemple, la guerre qu'on vit aujourd'hui, qui est presque mondiale, elle a commencé en Ukraine. Et là, elle continue, elle arrive à Gaza, et elle va continuer, on ne le souhaite pas, mais dans d'autres pays, et même des pays africains. Donc, ça va toucher beaucoup de pays. Donc, cette guerre va éclater. Donc, comme elle est un peu sur le continent, un peu dans plusieurs pays, donc on dit la guerre mondiale. Pour l'instant, elle n'est pas encore décrétée mondiale, mais en tout cas, elle prend le chemin pour être mondiale. Pour vos informations, l'information, il semblerait que le chef de l'État français, dans son allocution, il avait parlé il y a les troupes européennes, donc on va dire l'ONU, les troupes européennes qui risquent d'intervenir militairement au sol en Ukraine. Et là, la guerre sera mondiale. Donc, ça prend le chemin d'être mondial. On espère que la sagesse va animer, et la Russie est un pays qui a le nucléaire. Des pays ont le nucléaire. L'Iran
a le nucléaire, l'Inde a le nucléaire, même le Pakistan a le nucléaire, la Chine a le nucléaire. Donc là, si la guerre éclate, peut-être 5% qui auraient le moyen de partir quelque part, ils ont déjà visité des planètes, iront là-bas. Nous autres, on restera ici. Ils iront quand tout va se faire. Ils vont redescendre pour voir s'il reste encore des survivants. Parce que là, ça prend un chemin qui est très, très, très dangereux. Voilà. Il paraît que les voisins ont été demandés de l'aide au FMI. Donc, je vais vous faire écouter une vidéo. Qu'est-ce qui m'a poussé là aujourd'hui à parler du fonctionnement des organisations internationales? On va écouter cette vidéo que j'ai même publiée sur ma page. Bon, je pense que c'est pas la peine. Vous l'avez déjà vu sur ma page. Le fonctionnement, parce que j'ai vu des gens accusés ici et là, des pays africains. Après, on accuse la France qui serait responsable de tout. Et je me dis, il est temps, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse expliquer à la masse africaine le fonctionnement des choses? Donc, le Fonds monétaire international a été fondé en 1944 après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, sachez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la création du Fonds monétaire international, c'est aussi les accords de Maastricht. Donc, les accords de libre-échange. Les accords de Maastricht, ce sont les accords de libre-échange. Or, on crée le Fonds monétaire international. Donc, si vous regardez de près, les deux sont presque liés. Libre-échange, Fonds monétaire international. Et ce Fonds monétaire international, pour pouvoir souscrire au Fonds monétaire international, on demande aux pays de venir souscrire. Mais pour souscrire au Fonds monétaire international, il faut déposer au moins 15 à 25% de son or, de l'or. Puisque les pays sont adossés à l'or, les monnaies sont adossées à l'or. Donc, pour souscrire au Fonds monétaire international, il faut que les pays déposent leur or à la Banque mondiale, dans les coffres de la Banque mondiale. Donc, les pays sont allés souscrire. Les pays, donc il y a 183 pays sur 193 pays. Donc, 183 pays qui ont souscrit à la Banque, au Fonds monétaire international. Ils ont pris leur or, ils ont déposé leur série pour souscrire. Viens déposer ton or en gage. Donc, ils ont déposé leur or là-bas. Donc, ils sont adossés à l'or. Et ces pays qui ont déposé leur or, cet or n'est pas géré par ces pays, évidemment. Si, pour pouvoir vous aider, vous déposez votre or ici, on va aider les pays à se développer, ou les pays à gérer un peu leur développement après la Deuxième Guerre mondiale. L'or étant là-bas, mais le pays qui a le droit de veto sur l'or qui est là-bas, le pays qui décide, c'est les États-Unis. C'est Oncle Sam. C'est Oncle Sam qui a 80% de droit de veto sur l'or qui est la Banque mondiale, dans les coffres de la Banque mondiale. C'est-à-dire que Oncle Sam, à lui seul, il a 17%. L'or qui est déposé à la Banque mondiale, donc le quota. Donc, parce que quand vous déposez votre or là-bas, nous, si vous avez besoin, on peut vous aider. Donc, c'est dit, on va s'aider ensemble. Mais, par quota. C'est ceux qui ont les quotas, en fonction de leurs quotas, on va les aider. Je vous explique un peu, mais vraiment de façon terre à terre, sans rentrer dans tout ce qui est technique. Donc, Oncle Sam, lui, à lui seul, il a 17%, 17,7%. Il donne 5% à la France. Le quota, on dit le quota, c'est en fonction de votre exportation. De votre exportation. C'est-à-dire votre exportation, ce que vous exportez, donc ce que vous venez vendre sur le marché mondial. Parce que c'était pour faciliter l'échange sur le marché mondial. C'est ça. Donc, on va faire la Banque mondiale, on va faciliter l'échange, c'est-à-dire votre produit que vous venez vendre, vous vendez ça en dollars.
Donc, l'argent américain. Vous vendez ça en dollars. Donc, si vous vendez en dollars, puisque vous vendez l'argent en dollars, il faut que l'argent soit sur un compte. Donc, ça sera sur le compte de la Banque mondiale. Donc, dans la Banque mondiale. Donc, c'est sur ça les changes vont se passer. Mais, c'est pas tout le monde qui vient vendre comme ça. Quand vous déposez en fonction de ce que vous sortez, votre exportation, vous avez un quota. On vous donne un quota. Donc, en fonction de votre exportation, ça peut être les matières premières que vous exportez, que vous vendez. Ça peut être des capitaux, c'est-à-dire les ressortissants de vos pays qui viennent investir à l'étranger, qui viennent acheter à l'étranger. Ça peut être des ressortissants de d'autres pays, mais qui viennent investir chez vous. Donc, tout ça, ça fait partie de votre exportation de vos capitaux. Et Oncle Sam, lui, il a 17,17%. Dans l'or que les pays ont déposé dans le coffre, là, Oncle Sam a 17,17%. Il donne pour quota 5% à la France. Et donc, la Chine, aujourd'hui, je pense que la Chine est à 6%. Avant, il était à 2%. Donc, la Chine est à 6%. Il donne l'Inde à 3%, quelque chose, 2 ou 3%. Je donne les pourcentages comme ça, hein, parce que je n'ai pas envie de chercher pour vous donner les pourcentages exacts là maintenant. L'Inde a 2-3%. Le Brésil, la Russie est à 4%. Donc l'Arabie Saoudite est rentrée en 1983, je crois, dans le quota. L'Arabie Saoudite est rentrée, mais l'Arabie Saoudite doit être à 2 ou 3% aussi. Donc, il y a en tout peut-être 10 pays. Il y a 10 pays qui ont des quotas, dont l'or qui est déposé dans les coffres de la Banque mondiale. Et sur les... attendez, je préfère vous donner des précisions. Je préfère vous donner des précisions. C'est mieux qu'il y ait des précisions. Comme ça, au moins, on est plus précis. On va donner des précisions. Tous les... je vais vous donner le quota et puis on va être... les quotes-parts, voilà. Donc on va dire quote-part pour qu'on puisse comprendre. Quote-part. On appelle ça quote-part. Les quotes-parts. Comme ça, FMI. Les quotes-parts. On va dire les quotes-parts pour que ce soit plus... voilà. On va dire les quotes-parts. Moi, je dis quota pour que ce soit plus simple en français à Bobolais, mais c'est les quotes-parts. On dit les quotes-parts. Yeah. Les quotes-parts. Voilà. Donc, on a les États-Unis ont 17,43% précisément. Le Japon à 6,47%. La Chine à 6,40%. L'Allemagne à 5,59%. La France à 4,23%. Le Royaume-Uni à 4,23%. L'Italie à 3,16%. L'Espagne à 2%. L'Arabie Saoudite à 2,10%. Le Canada à 2,31%. Le Brésil à 2,32%. La Russie à 2,71%. L'Inde à 2,75% de quote-part en tant que membre du FMI. Donc ceux-là, et ceux que les quote-part en tant que membre du FMI. Donc, que fait la Banque mondiale? Quand il distribue ses quote-part, la Banque mondiale dit, il reste le reste qui appartient au monde. Donc, au monde, quand je vous compte ces pays, 1, 2, 3, l'Espagne, l'Arabie Saoudite, le Canada, le Brésil, la Russie, ça fait 5, l'Inde, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, ça fait 10, la Chine, le Japon, les États-Unis, ça fait 13. Donc, ils sont à 13 pays aujourd'hui. Donc, il y a 13 pays dont la Banque mondiale a défini les quotes-parts. Or, c'est les 183 pays qui ont déposé leur or à la Banque mondiale. Mais la Banque mondiale a défini
les quotes-parts et les États-Unis qui ont 17,43%, eux, ils ont 80% de droits de vote. C'est-à-dire qu'eux, ils décident, ils disent oui, c'est oui, ils disent non, c'est non. Voilà. Et le reste des quotes-parts, il reste 38,30% des quotes-parts, c'est le reste du monde. Et comment ça fonctionne maintenant? C'est le reste du monde. C'est-à-dire, le reste du monde, sur 193 pays, il n'y a que 13 pays dont la Banque mondiale dit, on peut vous donner des quotes-parts. C'est-à-dire qu'on vous donne des quotes-parts. En fonction de quoi? De votre richesse extérieure. Ce que vous vendez à l'extérieur. C'est en fonction de votre richesse, de votre exportation. On définit des quotes-parts. Ce sont des critères. Donc, sur les 193 pays, il reste 180 pays auxquels on donne 30, précisément, parce que là, on est dans les chiffres, c'est des chiffres, il faut être précis, 38,30% de quotes-parts. Donc, 38,30% de quotes-parts. Voilà. Pour 180 pays. Or, pour que la Banque mondiale puisse vous prêter, parce que c'est une banque, c'est ce qu'il faut savoir. La banque, elle prête de l'argent. C'est là où ça devient intéressant. Elle prête de l'argent à la Banque mondiale. Pour que la Banque mondiale puisse vous prêter de l'argent, les critères sont définis par la Banque mondiale. D'abord, en fonction de votre quote-part. Donc, ce n'est pas tous les pays auxquels on prête de l'argent. Non. Ceux qui ont les 180 pays qui restent, qui sont dans les 38,30% là, eux maintenant, ils doivent passer par d'autres pays, ceux qui ont les quotes-parts, pour pouvoir avoir un prêt auprès de la Banque mondiale. Des financements. Donc, on ne dit pas un prêt, parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise prêt, on dit financement. Donc, pour avoir des financements, il faut passer par des pays. Mais ce n'est pas tous les pays. C'est là où le problème vient avec et la Russie, et la Chine, et le Brésil, et l'Inde qu'on appelle les pays émergents. Donc, les pays émergents, où la crise aujourd'hui, où plusieurs pays mettent un peu des réserves maintenant sur le fonctionnement ou les critères de définition de quote-part ou de prêt de la Banque mondiale. Donc, il y a le conseil d'administration. Et au conseil d'administration, il y a 24 pays qui sont nommés. Mais les pays qui sont nommés, sur les 24 pays qui sont nommés, il y a l'Allemagne, les États-Unis, la France, sur les 24, il n'y a que 8 pays qui siègent au conseil d'administration directement en fonction de leur quote-part. Maintenant, les autres qu'on peut nommer, ce sont ces pays-là qui peuvent nommer un. Ça, ce n'est pas le sujet. Je viens sur les prêts qu'on appelle les financements. Le fonctionnement de la Banque mondiale, pour vous financer, on vous finance en fonction. La banque dit, nous, votre or là est dans notre banque ici. Très bien. Mais pourquoi on vous donne un crédit, là, un prêt ou un financement? C'est en fonction de votre exportation. Pourquoi? Parce que dans la souscription, vous avez déposé déjà votre or là-bas. Et donc, en 1983 ou en 1962, pardon, en 1962, la Banque mondiale dit, il faut qu'on puisse doter notre banque de fonds, d'argent. Ça veut dire qu'on a créé, on a fait la Banque mondiale, on a fait le FMI, le Fonds monétaire, parce qu'on appelle fonds. Donc on dit fonds monétaire. Donc on a créé le fonds, mais il faut qu'on puisse doter le fonds maintenant d'argent de fonds. Pour doter le fonds de fonds, l'or qu'on a mis en réserve là, on va enlever dedans pour vendre. Donc ils ont vendu l'or, je pense,
400, 420 tonnes d'or, je ne sais plus, qu'ils ont vendu. Ils ont eu plus de combien, 9 milliards, je crois, qui a servi de fonds pour faire fonctionner le Fonds monétaire international. Donc, ça veut dire l'or des pays qui est là-bas, on a pris des dents puis on a vendu pour faire fonctionner. Donc, quand on a vendu maintenant que l'argent est là, on dit, bon, cet argent-là pour vous prêter là, voilà les critères. Ça veut dire que quand tu viens vendre tes produits, ta matière première sur le marché mondial, donc le marché international, pour qu'on puisse te donner des fonds, des financements, donc des prêts, tu dois laisser, c'est-à-dire l'intérêt sur, tu dois rembourser, évidemment, parce qu'on te donne un prêt, tu dois rembourser. Mais le taux d'intérêt là, ça doit être égal à 40% de ton exportation. Est-ce que vous avez compris? Je vais reprendre. La banque va te prêter de l'argent. Donc, on va dire, va te financer. Parce qu'ils n'aiment pas dire prêter, parce qu'il ne faut pas qu'on dise banque. Mais c'est une banque. C'est une institution bancaire, donc c'est une banque. Donc, pour te prêter de l'argent, ton exportation, ce que tu exportes à l'international, là, le taux d'intérêt de l'argent qu'on va te prêter, là, ça doit faire 40% ou 50% de ton exportation. Je fais simple. Si tu dois vendre, par exemple, tes mangues à l'international à 1 million de francs CFA, le taux d'intérêt, là, pour que tu puisses vendre, parce que quand tu vas vendre, ton argent, là, c'est à la banque mondiale, non? Ton taux d'intérêt, là, parce que on ne vient pas sur le marché international, c'est pas un marché où on dit, je viens vendre au marché Gouro, acheter, vendre, ou bien à Château-Rouge, vendre. Non, c'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, le taux d'intérêt, là, ça doit faire 40 à 50% de ton exportation. Donc, c'est-à-dire, tu viens vendre des produits de 1 million, mais 40% d'intérêt. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? Pour que nous, on puisse te donner un prêt là, il faut que ton exportation, le taux d'intérêt soit 40% sur ce que tu vends à l'international. Donc, ça veut dire que tu vends à l'international, mais au final, tu vas rentrer qu'avec 50% de ce que tu viens vendre à l'international ou 60% de ce que tu viens vendre à l'international. Or, comme tu as souscrit déjà, on va dire, on te propose un prêt. Donc, toi, tu es dans le besoin, puisqu'il y a des crises. Puisque après la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des crises. Et puis après, il y a eu la crise du pétrole. Vous savez, en 1972, 78, je sais exactement, je ne sais plus, il y a eu la crise du pétrole. Donc, les pays là sont en récession. Donc, vous allez demander un prêt. Donc, nous, on est là, on va vous aider. Mais pour vous aider, voilà nos conditions. On va venir évaluer vos produits que vous vendez à l'extérieur. Tout ce que vous avez que vous vendez à l'extérieur. Donc, on va envoyer nos experts, nos ingénieurs qui vont fouiller, vérifier, pour dire, OK, on a totalisé, voilà le nombre de temps que tu vends à l'extérieur. Très bien. Nous, on peut t'accorder un prêt. Mais à condition que, les conditions qui sont là, c'est que le taux d'intérêt là, de ce que tu vas vendre à l'international, ça doit être à des 40%. C'est comme si tu t'en vas à la banque, tu dis, je vais prendre crédit pour payer une maison. Et le banquier dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais la maison que tu vas payer là, l'argent que je vais te prêter, le taux d'intérêt doit être 40%. Mais ma condition, c'est que c'est moi qui vais venir décorer ta maison. C'est moi qui vais venir arranger ta maison. C'est moi qui vais venir faire les peintures et tout de ta maison. Mais tout ce que je vais venir faire là, je vais te facturer aussi. Tu vas payer. Donc au final, non seulement tu prends un prêt, les taux d'intérêt sont élevés, et de deux, tu vas t'étrangler. Donc, tu choisis. On ne te dit pas oui, on ne te dit pas non, on te dit, c'est toi qui vois. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas. Mais quand il y a de l'inflation, quand il y a des crises,
dans des pays, quand il y a des crises dans des pays, il faut répondre à ces crises. Donc, les crises de la faim, quand on parle de crise de faim, la faim là, ce sont des crises où les factures ont augmenté, ce sont des crises où la vie elle est chère, ce sont des crises, donc ce sont des crises qui font paniquer les dirigeants et les gouvernements. Parce que tu ne sais pas comment ça va déboucher. Donc, ils ont besoin d'apporter des réponses rapides. Parce qu'ils se disent, mais on ne sait pas comment ça va déboucher. Donc, il faut apporter des réponses rapides. Donc, pour apporter des réponses rapides, tu te vas chercher des remèdes rapides. Mais remèdes rapides, solution rapide, c'est remboursement cher. Et puis, c'est des taux élevés. Donc, les États, parce qu'un jour, quand je posais la question, qu'est-ce qui m'a poussé à aller chercher pour comprendre? Je dis, mais en fait, en réalité, on dit les pays doivent des crédits, des milliards, mais on doit à qui, au fait? Chaque fois, je posais la question. Ma curiosité, je dis, mais on dit les pays doivent des milliards. On dit tel pays a 3 000 milliards de dettes. Tel pays a 340 milliards de dettes. Tel pays a tant de milliards de dettes. Mais la dette, là, on doit à qui, au fait? Quand je posais la question. Et puis, il me dit, mais tu trouveras un jour. Donc, je commençais à mener mes recherches, mes investigations pour comprendre à qui les pays doivent. Oh! C'est à la Banque mondiale que les pays doivent. On doit à personne que à la Banque mondiale. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous m'écoutez, c'est bien. Mais est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Parce que si vous ne comprenez pas, ça va être compliqué. Des pays doivent des dettes. On dit 3 000 milliards, 4 000 milliards, 5 000 milliards, 6 000 milliards, 10 000 milliards. Mais on doit à qui? Les pays doivent à la Banque mondiale. C'est pour ça que je vous ai expliqué la création de la Banque mondiale, la souscription, les prêts qu'on appelle les financements. La Banque mondiale. Donc, la Banque mondiale a des experts, on a le FMI a des experts pour dire, on va vérifier, on va réfléchir, les notations, vous devez manger, donc on va vous faire un remède, vous devez manger tel 1 euro par habitant ou 1,50 € par habitant. Donc il faut faire des réformes, il faut faire des, ils appellent ça, ils n'aiment pas le terme de dire restrictions. Or, ce sont des restrictions en réalité. L'inflation, ce sont des restrictions. Donc, on vous dit, nous, on va vous prêter. En tout cas, voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, le FMI, la Banque mondiale, c'est une banque. Que vos populations aient mangé ou pas, ça ne la regarde pas. On vous donne de l'argent. On dit, voilà nos conditions. C'est vous qui acceptez. C'est vous qui n'acceptez pas. C'est qui est su. Vous prenez, vous devez rembourser dans un délai limité. Donc, ce qui fait que les États sont confrontés à augmenter les impôts. Les États sont confrontés à augmenter le prix des denrées alimentaires. Parce qu'il faut rembourser le taux d'intérêt du prêt. Donc, les États sont confrontés à soit, il y a des choix à faire. Donc, on appelle les restrictions. Donc, c'est, on vous donne le prêt, vous vous débrouillez, vous faites votre choix. Vos choix où vous augmentez les impôts, le ratio par habitant, merci Sila Moussa, le ratio par habitant, effectivement. Donc, vous vous débrouillez pour, nous, ce qui est sûr, on a un délai, on vous a donné, vous remboursez les taux d'intérêt là. Si vous ne remboursez pas, et ils ont tout pouvoir, quand je vous dis tout pouvoir, de faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est une certitude. Ils ont tout pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Donc, vous débrouillez, vous remboursez le taux d'intérêt dans un temps limité. Et dans ce temps limité, vous faites le choix. Ou vous augmentez le prix des denrées alimentaires, ou vous augmentez les impôts, ou vous diminuez le salaire des fonctionnaires, ou vous diminuez le train de vie de l'État. Donc là, c'est une question de choix politique, de volonté politique. Chacun fait son choix de faire ce qu'il peut faire. Bien. Maintenant, comme les autres pays, avant d'arriver à la deuxième phase, les autres pays, les 180 pays qui ont les quotes-parts, 38% de quotes-parts pour 190 pays, eux, ils ne peuvent pas emprunter directement.
Donc, la Banque mondiale a mis ce qu'on appelle GAP en place. Les GAP en place, ils ont mis des pays qui ont des quotes-parts en place qui peuvent, une forme de sous-traitance. C'est-à-dire que, bon, vous pouvez vous adosser sur moi pour aller emprunter. Donc, les autres pays vont s'adosser sur des pays. Donc, souvent, je vais révéler la question quand j'entends beaucoup, parce que j'ai vu des TikTokers, des plateformes, des panels où tu vois des jeunes Africains. Oui, c'est la France qui nous étrangle. On rembourse un crédit à la France. Mais ce n'est pas la France que vous remboursez au FMI. Mais la France, elle a ses quotes-parts. Si vous voulez, elle dit, voilà mon dos, il est là, je vous montez dessus pour aller prendre votre crédit. Donc, celui qui veut, il vient monter sur son dos, il va prendre crédit. C'est tout. Chacun choisit. Chaque État choisit. Puisque dans ce qu'on appelle GAP, c'est chaque État qui va choisir pour aller prendre son crédit. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, donc il y a eu aussi, donc les gens ont commencé à dire, mais non, mais là, le fonctionnement n'est pas normal. La Chine a commencé à grogner pour dire, mais attends, nous, on a 6% de quote-part, mais votre restriction, votre fonctionnement ne nous convient pas du tout, parce que on a 6%, mais vous nous dites que nous, on ne peut pas prêter aux gens. Tu vois? Et la Russie se dit, ah, ok. Donc, ils vous font ça aussi. Ok, très bien. Le Brésil dit, ah, nous, les pays émergents, dans ce cas, on va se mettre ensemble. On va se mettre ensemble, puisqu'ils sont adossés sur l'or. Nous, on a suffisamment d'or. On va se mettre ensemble. Voilà, ça ne plaît pas du tout à Oncle Sam. Parce que ce que vous devez savoir, qui dit FMI, Fonds monétaire international, dit Nations Unies. Nations Unies, États-Unis. Tout est relié. Hein. Tout est relié. Fonds monétaire international, FMI, Nations Unies, États-Unis. Tout est relié. Donc, eux, ils se disent, on va se mettre ensemble dans ce cas-là. Puisque eux, ils pensent qu'ils sont les seuls à avoir 17% de quote-part. Nous, on va se mettre ensemble aussi. Donc, ça commence à... Oula, ça ne plaît pas trop à Oncle Sam du tout. Là, il n'aime pas ça du tout. Je dis, oula, qui veut venir marcher sur mon terrain, ça ne va pas marcher comme ça. Celui qui s'amuse à ça, j'ai tout pouvoir. Il fait ce que je peux faire. Et donc, ça s'appelle la géopolitique. Ça s'appelle de la géopolitique. Chacun sort ses muscles pour effrayer l'autre. En fonction de ses capacités. Mais pour sortir les muscles, il faut avoir les reins solides. Il faut avoir les capacités que l'adversaire a. Il faut être capable de répondre ou même de répliquer. Parce qu'on ne sort pas les muscles pour sortir les muscles comme beaucoup de nos frères et sœurs font sur les TikTok. Pour croire qu'on peut sortir comme ça par magie. Oui, on est indépendant, on est libre, nous on va tel cas parti. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez sortir vos muscles, vous avez intérêt à bosser, les gars. Discipliner, travailler, créer votre propre richesse intérieure. Parce que si vous dépendez des prêts, vous n'avez rien à dire. Pas du tout. Parce que vous devez dépendre de vous-même. Donc, quand, vous voyez, je parle de ça parce que les gens parlent, nous on est indépendant, on doit être libre. Mais tout le monde est libre. Tout le monde est libre. La Chine a réussi à avoir 6%. C'est-à-dire en fonction de son exportation. La Chine exporte partout dans le monde. Mais pourquoi elle exporte partout dans le monde? Parce qu'elle est industrialisée. Donc, à partir d'on parle de industrialiser, le début de la liberté commence par l'industrie. Le début de la liberté commence par l'industrie. Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne, a dit, nous avons acquis l'indépendance politique. Maintenant, il faut l'indépendance économique. C'est pourquoi il faut former des ingénieurs. C'est pourquoi il faut avoir des grands chercheurs. Donc, il faut mettre dans la recherche. Il faut financer la recherche, la formation professionnelle. Il faut investir. Parce que ce sont les chercheurs, les ingénieurs qui vont créer cette industrie. Donc, la Chine est industrialisée. L'Inde est industrialisée. Brésil est industrialisé. Même l'Arabie Saoudite est industrialisée.
L'Italie est industrialisée. Le Brésil, j'ai dit le Brésil, les pays que j'ai cités tout à l'heure, oui, les pays, l'Espagne est industrialisée, la Russie est industrialisée, donc l'Allemagne est industrialisée, la France est industrialisée, le Japon est industrialisé. Comment les États-Unis ont fait avant la Deuxième Guerre mondiale? Les États-Unis n'étaient pas industrialisés comme ça, hein, avant la Deuxième Guerre mondiale. Partez dans l'histoire de l'Amérique. Le pays qui était une puissance avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'Allemagne. Pourquoi? Parce que l'Allemagne était industrialisée avant. Donc, l'Allemagne a industrialisé tout ce qui est automobile, armement. Donc, c'était une puissance mondiale, l'Allemagne. Donc, c'était par tout ce qui est automobile, tout ce qui est armement, c'était ça la force de l'Allemagne. Mais les États-Unis ont fait quoi? Tiens, on va mettre une politique agricole en place de grande envergure. Donc, les États-Unis ont commencé à industrialiser les États-Unis par l'agriculture. Si d'abord on réussit à nourrir nos populations, c'est-à-dire si on réussit à consommer ce que nous produisons, on va créer une économie intérieure. Donc on va dire, on ne va pas dépendre de ce qui est extérieur, on va dépendre de ce qui est intérieur. Donc, déjà on va satisfaire, on va réussir à nourrir les gens. Non seulement ça va créer de la richesse intérieure, et après on va commencer à... Ils ont commencé par l'automobile, ils ont commencé, et puis aussi ils sont les grands, ils sont la grande Amérique. Ils sont une puissance aujourd'hui, après la Deuxième Guerre. Donc, après quand ils ont fini de réussir ça, ils ont dit, ah, si on participe à la guerre, que tout est gâté. Nous, on est sûr que derrière, on va créer quelque chose. Et aussi, on va avoir la main. Donc, c'est une question, c'est l'horloge naturelle. Mais après, il faut mettre en place des mécanismes pour accompagner les États à se développer. Mais le développement, il faut qu'il soit intérieur d'abord. Il faut qu'il soit maîtrisé d'abord. Mais si on dépend de l'extérieur, un jour ou l'autre, on finira à plat. Parce que si on continue d'emprunter, parce que les taux d'intérêt augmentent. Plus tu empruntes, plus les taux d'intérêt augmentent. Plus tu empruntes, plus les taux d'intérêt augmentent. Mais à un moment donné, c'est étranglé. Parce que les populations ne pourront pas suivre. Qui rembourse? Le remboursement se fait par quoi? Ça se fait en augmentant le riz, en augmentant le sel, en augmentant l'huile. Donc les produits de première nécessité. Or, si la richesse intérieure n'est pas créée, comment on puisse amortir le coût? Et donc, c'est ce qui provoque les émeutes de la faim. Donc, ce qui fait que on parle d'émeutes de la faim. Et c'est là que je vais prendre l'exemple de la Jamaïque. En Jamaïque, la Jamaïque est une île qui était beaucoup colonisée, hein, on va dire, qui est sous domination anglaise. Donc, était sous domination anglaise. Et la reine, paix à son âme, la reine Elisabeth était la reine de l'île, hein, de la Jamaïque. Et puis, il y a eu un président anglais, un premier ministre, un président anglais, qui s'appelait Michel Marley, il s'appelait Michel Mandley, voilà, Michael Mandley, en anglais, Michael Mandley, en anglais. Or, la Jamaïque, avant, pour ceux qui ne le savent pas, la Jamaïque avant avait exporté 75% du bauxite. Était premier pays mondial producteur de bauxite, la Jamaïque. Donc, comme c'était une île, ils exportaient 75% de leur bauxite. Et donc,
leur exportation, là, ils étaient largement au-dessus des 50%. Donc, ça veut dire, les 50% de leur exportation peut gérer le train de vie, le train de l'État, les fonctionnaires, parce qu'on parle de l'État, c'est tout ça, les fonctionnaires et autres. Et puis, ils ont une marge pour investir dans le social. Donc, le Premier ministre, le président Michael Mandley s'est dit, on va faire des réformes, comme c'était en anglais. J'ai dit, comme en Angleterre, on va faire des réformes, comme en Angleterre, on va investir dans le social, dans l'éducation des qualités, dans la santé. Donc, il a fait des réformes, un minimum de revenus pour les familles pauvres. Il a fait des réformes sur les logements sociaux. Il a fait des réformes sur la santé, l'éducation gratuite. Il a fait des réformes sur la retraite. Donc, les Jamaïcains vivaient un peu comme à l'occidental. Ils avaient une vie, mais vraiment, ils étaient, on va dire, c'était le bonheur. Parce ils produisaient, ils exportaient 75% de leur bauxite. Donc, ils avaient vraiment des ressources. Donc, lui, il a fait le choix d'investir dans le social. Et puis, je vous donne une anecdote, je vous explique un peu le fonctionnement. Parce que j'ai parlé des géopolitiques, pour que les Africains qui sont en train de... Et on va revenir, tomber un peu sur le CFA. Où moi, je suis, sincèrement, je le dis, moi, ça peut choquer les gens. Moi, je suis vraiment aujourd'hui, je pense que l'Afrique les pays francophones peuvent rester encore dans le CFA parce que nous ne sommes pas prêts à sortir du CFA. Économiquement, ça veut dire sur le plan du développement social, intellectuel, de la richesse interne même du pays, on n'est pas prêt de sortir du CFA. Je vais vous expliquer le fonctionnement, c'est-à-dire le début du Fonds monétaire international, comment les gens ont souscrit au Fonds monétaire international. Donc, comment ça fonctionne un peu. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que je ne peux pas me permettre de rentrer dans beaucoup de détails. Mais, comment vous sortez du CFA? Comment vous sortez du CFA et dans quelle aventure vous allez rentrer? Vous allez plonger vos États dans quelle aventure? Donc, je vous explique un peu l'exemple de la Jamaïque. Et donc, ce Premier ministre ou ce dirigeant jamaïcain, la Jamaïque n'est pas très loin de Cuba et de Haïti. C'est entre Cuba et Haïti, si je ne me trompe pas, entre Cuba et Haïti. Et donc, il commence à... C'était un socialiste, enfin, ce qu'on a dit. Il commence à faire tout ce qui est social. Les Jamaïcains étaient heureux, épanouis et tout. Et puis, Oncle Sam voyait ça d'un mauvais œil. Non. Ils sont trop épanouis là-bas, là. Qu'est-ce que c'est? Le social marche trop là-bas, c'est pas normal. Donc, ce sont des échos. C'est un peu la Banque mondiale, hein. Donc, eux, ils veulent investir où ça peut rapporter. Donc, on se dit, mais attends, si 75% du bauxite est exporté, là, il y a des choses à faire. Donc, on dit, ok, oh non, ton histoire, là, on va pas ça d'un bon oeil. Donc, lui, quand il a beaucoup investi maintenant dans le social, il se dit, tiens, on peut aller naïvement, parce qu'on va aller voir la Banque mondiale, elle va nous prêter pour qu'on puisse investir maintenant dans tout ce qui est développement structurel. Donc, quand il s'en va là-bas, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on peut vous prêter. Mais voilà nos conditions. Donc, les conditions que je vous ai expliquées. Ah oui, mais vos conditions, quand même, nous, on vend déjà 75% du bauxite. Ça nous permet quand même de subvenir aux besoins de nos populations. Si on doit avoir un taux d'intérêt qui fait 50% de notre exportation, mais là, le pays va être plongé dans une galère et ça va être compliqué pour les populations qui vont... Là, il faut faire des restrictions. Nous, on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc là, vraiment, on ne pourra pas accepter. On dit, bon, c'est vous qui voyez. Vous signez ou c'est vous qui... Vous avez le choix. Ou vous signez, vous laissez. Et donc, quand il part de là, je dis, mais il va aller voir Fidel Castro, comme le pays à côté. Voir. Donc, quand il allait voir Fidel Castro, oh là, c'était pas bon du tout. C'est vrai que Sam, il n'aime pas ça du tout. Je dis, ok, d'accord. Ce gars-là, il commence, ok, très bien. Et puis, il y a, je pense que le coût du baril de pétrole qui a chuté. Et puis, on dit, ok,
votre bauxite, on ne peut plus l'acheter. Puisque c'est sur ton bauxite, tu comptes, non? Ben, nous, on ne va plus le payer sur le marché international. Donc, tu as ton bauxite dans la main. Non, je suis en train d'expliquer un peu à ceux qui disent hey, il faut libérer l'Afrique, il faut faire ceci. Je t'ai dit qu'ils ont plein pouvoir. Ok, il n'y a pas de problème, mais ton bauxite, on ne paye plus. Donc, tu as le bauxite dans la main. Et si on ne paye plus ton bauxite, tu fais comment? Diko Karamoko, merci. Dit, la championne vous a, je suis trop fin. Quand tu chambes, hey, Kamako. Ivoirien. Ivoirien. On peut déconcentrer quelqu'un comme ça en plein direct. Donc, ben, Kamako. Donc, et donc, tu vois, là, je suis plus j'en suis là. C'est pas normal, ça. Et donc, il se trouve dans une difficulté avec... et les crises commencent. Donc, il faut faire des réformes. Les crises commencent parce que là, le bauxite, tu ne le vends plus sur le marché international. Il faut faire des réformes. Il faut commencer à serrer un peu. On dit, OK, il n'y a pas de problème. Et puis, les élections approchent. Les élections approchent. Et puis, il s'est dit, bon, là, il faut aller renégocier encore. Il va renégocier. On dit, non, c'est comme ça. Tu es très intelligent, il n'y a pas de problème, mais c'est toi qui vois. Ou nous, on vient, on te met en place. Parce que quand on te prête de l'argent, c'est nous qui mettons en place ton plan économique du pays. C'est-à-dire, ton plan économique, là, c'est nous qui, c'est une feuille, c'est nous, on te donne, on te met en place et tu respectes ça. Le monsieur, il part. Il dit, ah non, il peut aussi avoir ses experts qui disent, mais non, non, là, si on signe ça, on est foutu, on peut pas se permettre. Je vous parle de la Jamaïque, on peut pas se permettre de signer ça. Donc, il retourne. Et puis, les élections approchent, et puis quoi? Parce que donc, les populations, les gens commencent à groyer. La grogne, elle monte, puisque là, on vend plus le bauxite. Il y a l'inflation. Donc, il y a donc, ouais, tout ça là est provoqué, hein. Ce sont des choses, ce sont des mécanismes. Ce sont des mécanismes. C'est que tu peux te jouer ton grand gangamba tant que tu dépends de l'exportation. Tu vas, c'est ça qui va se faire. Donc, tant que tu dépends de l'exportation, tu dépends de l'exportation et des financements extérieurs, ça va être très compliqué. Tu peux être beau, être intelligent, faire tout ce que tu veux. Dépendre de l'exportation, ça c'est le drame. Et tous les États vivent les mêmes situations. Pour vous dire, la France même vit ces mêmes situations. La France vit exactement pareil ce que vous vivez. Puisque c'est la Banque mondiale qui décide, c'est elle qui dicte, c'est elle qui décide. Donc, vous accusez la France pour rien. La France même a ses problèmes. Chaque jour, elle lui tape sur la tête, elle a ses problèmes à elle. Donc, j'ai pris l'exemple de la Jamaïque pour que les gens puissent comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Et là, les élections approchent, et puis les crises montent. Donc, il y a la crise de la faim, et puis les denrées alimentaires commencent à se faire rares, et puis les commerçants commencent à faire de la spéculation. Donc, ils stockent la nourriture exprès pour augmenter, pour faire flamber les prix, et puis les populations commencent à avoir faim. Donc, ils se disent, mais c'est pas possible. Et ça commence à faire des crises, les tensions dans le pays. Et là, le dirigeant, il est en panique, le monsieur. Il est en panique, monsieur Michael, il est en panique. Et là, il y a un Américain. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés pour que ce soit les Anglais, les Américains qui dirigent la Jamaïque, je ne sais pas du tout. Et puis, ça, je ne pourrais pas vous le dire aujourd'hui. Et puis, il y a un Américain du nom de James quelque chose. Son deuxième nom, là, Edward Well quelque chose. James Edward Well ou Swage, je ne sais plus, James, qui est candidat. Et là, il arrive. Et le président, là, Michael Mandley, ça amène des crises. Il y a une crise qui éclate dans le pays.
et qu'il y a une crise vraiment armée. La crise armée qui éclate en Jamaïque, où ils s'affrontent. Et puis, étant donné que la population est à la faim, elle n'arrive plus à subvenir à ses besoins. La santé, elle n'arrive plus. Le logement, elle n'arrive plus à payer. La nourriture, elle n'arrive plus à manger. Les gens, donc ça devient une crise de la faim. Donc, Michael Manley perd lamentablement les élections dans les urnes. Pourtant, il avait un très bon plan social, mais il perd les élections dans les urnes. Et c'est James Edward, ouais, son nom là, je connais le nom James, mais le deuxième, j'ai du mal à, je ne le maîtrise pas bien. Et c'est celui qui gagne les élections dans les urnes. Donc lui, il arrive avec un plan de restructuration économique, voilà, pour relever la Jamaïque. Sauf que plus il emprunte, plus les taux augmentent. Plus il emprunte, plus les taux augmentent. Donc, le pays est endetté, surendetté, endetté, surendetté, endetté, surendetté, qui a fait qu'aujourd'hui, la Jamaïque est le pays le plus pauvre au monde. La Jamaïque est le pays le plus pauvre au monde. L'ancien président, il s'est reconverti dans les télécommunications. James, le président qui est venu, qui a surendetté, lui s'est converti dans l'immobilier, dans le bâtiment. La Jamaïque, aujourd'hui, est le pays le plus pauvre au monde, où l'insécurité règne, la drogue partout, mais il n'y a même plus, c'est-à-dire, c'est plus un État. Ça, c'est le cas, l'exemple type de la Jamaïque. Donc, je vais dire à nos frères africains qui pensent que les maux que vivent les États africains sont de la responsabilité de la France. La France a certainement sa part de responsabilité, mais ce n'est pas la France. La France vit exactement la même chose que les États africains vivent. Puisque les décideurs, ce ne sont pas eux. Et donc, quand la Chine et la Russie et les pays, comment on dit, les pays émergents voient cela, ils se disent, oula, la Chine étant donné que le nombre d'habitants seulement suffit pour pouvoir consommer ce que le Chinois produit, donc le Made in China, ce que le Chinois produit. Donc, la Chine a son économie, c'est-à-dire a l'économie intérieure, a son épargne intérieure. Donc, la Chine n'a pas besoin de demander un prêt au FMI. Donc, la Chine ne demande pas de prêt. La Chine a déjà l'argent. Puisque, avec plus d'1 milliard de Chinois, qui tous mangent du riz, franchement, il n'y a pas besoin d'aller demander crédit. Hein. Et la Chine a tellement industrialisé, a maîtrisé son agriculture au point que les Chinois mangent ce que la Chine produit. Au point que la Chine produit, et les Chinois mangent, en plus, ils exportent dans le monde entier, dans toutes les boutiques, partout, dans tous les pays, vous trouverez le riz China. Donc, la Chine a maîtrisé son économie intérieure. La Chine a de l'épargne, au point que la Chine prête aujourd'hui à des pays même qui ont souscrit au FMI. Quand on dit que les Blancs et nous, c'est ton pied, nos pieds, dommage que certaines Africains ne comprennent pas ça, Dico. Donc, la Chine aujourd'hui, elle est indépendante financière, elle est indépendante économiquement, elle est indépendante sur le plan de l'autosuffisance alimentaire. Elle se suffit largement au point qu'elle donne à manger au reste du monde. Sur le plan de tout ce qui est ameublement, la Chine produit, elle crée, elle innove. Elle prend pas de prêt. Elle n'a pas de crédit. Elle n'a pas de taux d'intérêt. Au contraire, c'est elle maintenant qui se retrouve à donner les crédits. La Chine prête à l'Europe, à des États européens. La Chine prête à la France. La Chine prête à des États africains. La Chine prête à plein de pays. Mais
Pourquoi la Chine a réussi là et que les autres ne peuvent pas réussir là où la Chine a réussi? Pourquoi? C'est une question que chacun devait se poser. Souvent, ils ont dit, la Chine, elle a réussi, nous, on peut faire comme la Chine. Non, c'est pas qu'on dit on peut faire comme la Chine, mais il faut savoir comment la Chine, elle a réussi. Est-ce que vous êtes prêts à vivre sur un régime communiste? C'est ça que les gens ne savent pas. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai publié la vidéo de Félix Houphouët-Boigny quand il parlait du communisme. Mais quand je regarde les Africains que nous sommes aujourd'hui, qui peuvent vivre sur un régime communiste? C'est pas possible. Mais ils vivent sur un régime communiste, hein, où ils n'ont rien à dire, ils la ferment, ils bossent et ils donnent à l'État. Donc, voyez-vous, on ne peut pas vivre sur un régime communiste. On ne peut pas vivre sur un régime communiste. Mais est-ce qu'il y a possibilité de faire autrement pour s'en sortir? Moi, je crois que oui. Et moi, je reste convaincu que oui, qu'il y a possibilité de faire autrement. On peut ne pas vivre sur un régime communiste. On peut vivre sur dans les régimes démocratiques et faire mieux et s'en sortir si nous voulons nous en sortir. Moi, je pense que oui, nous pouvons. Et je crois que nous pouvons. Tout est une question de volonté et de politique qui accompagnent la volonté derrière et pour s'en sortir. Sinon, les États africains seront étranglés. Est-ce que les États africains vont finir comme la Grèce, sous tutelle? Les États africains vont finir comme la Grèce, sous tutelle. Et ça, il faut que les intellectuels africains puissent vraiment s'accaparer de ces sujets-là pour éclairer la masse afin de comprendre le fonctionnement, le mécanisme, toutes ces choses-là. Si la masse ne comprend pas, c'est la masse là, on vient manipuler pour créer des crises en réalité. Parce que moi je dois vendre mes affaires. Moi, je veux que vous preniez crédit. Mais pour créer l'inflation là, l'inflation se crée avec des crises. Mais vous pensez que les crises tombent de nuit comme ça? Les crises, on les provoque exprès. Parfois, oui, on les provoque. Ça s'appelle de la géopolitique. Ah ben oui, ça s'appelle de la géopolitique. Et ça, il faut l'apprendre aux populations africaines pour qu'ils comprennent, pour qu'ils puissent déceler les crises. Enfin, de dire, oula, est-ce que cette crise-là, elle me profite à moi ou elle profite à qui? Parce qu'à qui profite la crise? Ce n'est pas aux Africains que la crise profite. Hein? Ah non. La crise profite toujours à ceux qui donnent crédit. Plus il y a des crises, plus on vous donne crédit, plus il y a des taux d'intérêt encore élevés, et plus, et plus vous serez toujours dépendant, vous serez toujours esclave. Donc, une fois que la masse a compris ce que c'est qu'une crise, comment on crée les crises, comment on provoque les crises, si la masse comprend ça, on évitera beaucoup de crises, mais des crises inutiles à nos États. Puisque ça commence toujours par des petites choses. Les gens ont faim, et puis on ne prête pas attention. Ah tiens, la vie devient chère, et puis on snob ça, et puis on ne prête pas attention. Or, ce sont des éléments de choses qui font boum. Mais il y a des gens qui sont là, ils regardent, ils guettent, ils attendent que ça. L'accumulation de ces petites choses-là. Les gens attendent ça. Mais si nous, on a compris, ça doit apporter des réponses. Daouda Koulibaly. mon père, c'est nous faut. Donc, il faut qu'on apporte des réponses. Et pour permettre à nos populations de ne pas tomber dans ce genre de crise-là. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, j'ai rien l'heure. Je voulais vous faire écouter, même un ancien. Si je peux me permettre, on va voir rapidement pour que ça me permette de souffler moi aussi. Ça me permet de souffler moi aussi. Si on peut voir rapidement, écouter rapidement un ancien du FMI pour que les gens comprennent comment ça fonctionne. Pour que les gens comprennent un peu comment ça fonctionne. Donc, oh là, qu'est-ce que c'est?
Les commentaires sont sur la page de... Ces commentaires sont sur la page de la... Pardon, excusez-moi. Sur la page. Bon, je suis fatiguée, tout ça là. Je suis fatiguée. Je suis un peu... Non, j'ai pas envie derrière tout ça là. Pardonnez, excusez-moi, les amis. Je voulais vous faire... j'ai trouvé. On va vite y aller. Je vais enlever la publicité. Je pense que c'est à partir de 29... 22 minutes ici. Ok, celle-là. On va écouter un peu. Un plan d'austérité aussi sévère. Écoutez un peu. They were trying to negotiate Tout ça a en anglais. program with us. And our analysts detected En anglais. that one key group of tests C'est les tests that que would be due nous... to be Des tests passed, benchmark d'évaluation. criteria. I remember it was to be in the July of Je me that year. souviens, c'était en They were juillet. cast in such a way that it would C'était be impossible totally de les impossible réussir. that Donc, if il y a everything des tests went d'évaluation. perfect, we could not have passed Quand on them. passe, And we said to them, but this is insane. pour pouvoir bénéficier. You cannot. C'est-à-dire, il y a des tests d'évaluation qu'on passe pour pouvoir bénéficier des fonds du Fonds militaire international. Mais c'est des tests d'évaluation qu'on te met exprès pour que tu ne les réussisses pas. Donc, c'est un peu un petit cercle vicieux. Hein. Faut pas. C'est pas des anges non plus. Hein. Faut pas croire. Hein. Donc, je vais. Donc, quand j'entends souvent les gens taper sur la France, si vous saviez, c'est que la France vivait, mes pauvres. Voilà. Oh là là, je veux venir sur... c'est en anglais. Donc, je vais prendre la partie en français. C'est pour ça que nous ne pouvons pas être d'accord. Allez, on écoute. Pour ceux qui comprennent l'anglais, traduisez ça, vous allez travailler. It was all to do with the seasonal movement of finance when you get Vous allez traduire. And when they would not Je traduis pour the vous. test of the demonstration that it was impossible, we then had a major internal political crisis. Yeah. And after Et après de longues discussions internal debate au sein du gouvernement, eventually voted that it nous would avons in fact be jugé suicide. qu'accepter serait un suicide. And so we did not. Et nous avons refusé de signer. Le Fonds monétaire a un pouvoir énorme parce que si un pays ne veut pas suivre ces directives, le fonds peut dire au monde entier tel ou tel pays ne met pas en pratique une bonne politique économique et de ce fait, nous pensons qu'il ne faut pas lui prêter et tout le monde suit. Donc, c'est une très mauvaise idée. C'est-à-dire que on vous dit, voilà, comme tel pays, on a tous les réseaux, comme je dis, plein pouvoir, ces pays ne suivent pas les directives du Fonds monétaire international, donc aucune banque ne va accorder un crédit à ce pays-là. Et là, vous avez, boum, le cachet rouge sur le dos, vous êtes fichu. Et là, je vous assure, quelques jours après, boum, ça éclate dans votre pays. Ce sont des crises, des tensions, crises politiques, crises sociales. Et là, vous ne vous en sortirez pas. Et ça fait chuter parfois, beaucoup, surtout en Afrique, les États. Montré du doigt par le FMI parce que si vous n'avez pas le sceau d'approbation du Fonds monétaire, vous n'allez trouver du crédit nulle part. Là, Se pose le problème. c'est le président, un ex-président du Fonds monétaire international qui est en train de s'exprimer. Jeannette me dit, ma brada, ma sista, voilà tout mon anglais. My lover. Quand un pays n'a plus de ressources pour équilibrer sa balance des paiements, c'est-à-dire pour acheter ce qu'il lui faut à l'extérieur, et qui ne trouve plus de concours bancaires ou autres parce qu'il a épuisé ses capacités d'accès Il a refusé, oui. au marché financier ou même à l'aide bilatérale. Qu'est-ce qui lui reste à faire? Donc, je vous parle de l'aide bilatérale. L'aide bilatérale, c'est, comme je parlais de GAP,
vous pouvez, comme j'ai dit la France, en exemple, vous pouvez monter sur le dos de l'autre pour vous aider. Donc on appelle aide bilatérale. Une voie qui s'ouvre à lui, ou bien il laisse l'inflation prendre en main le problème. C'est-à-dire qu'il imprime de la monnaie et il fait des promesses à ce moment-là, y compris aux plus défavorisés. Et c'est l'inflation qui, en fait l'allocation de la ressource. C'est-à-dire que c'est l'inflation qui va déterminer qui va être sacrifié. En général, Qui va être sacrifié? et je dirais même, moi j'ai jamais vu l'exception, quand on le fait de cette manière-là, ce sont les pauvres qui sont le plus affectés. Parce que ce sont les pauvres qui n'ont pas mis d'argent à l'extérieur, qui n'ont pas de système d'indexation et qui donc sont laminés par le phénomène inflationniste. L'autre voie, c'est de collaborer avec le Fonds monétaire international ou d'autres puissances donatrices et d'essayer d'organiser ces affaires de telle façon qu'on mette de l'ordre dans le budget, on réduise l'inflation et qu'on favorise l'offre productive, qu'on favorise l'offre, c'est-à-dire dans notre jargon, la production. Je pense que la deuxième méthode qui est systématiquement recherchée par le FMI est meilleure du point de vue social que la première. Alors, quand on dit le Fonds monétaire international n'a pas suffisamment tenu en considération le problème des segments les plus pauvres de la population, je crois que c'est profondément inexact, parce que si on n'avait pas adopté ces actions de redressement, on aurait très certainement eu moins de production et plus de détresse. Alors c'est toujours difficile à démontrer, mais évidemment, c'est pas possible. On peut le démontrer. On ne peut pas faire des restrictions. Les banques ne veulent plus vous donner de crédit. Quand vous n'obtenez pas de quoi faire tourner la machine et vous avez besoin d'emprunter, vous avez un seul recours à ce moment-là, c'est le Fonds monétaire qui vous prête, mais qui ne vous prête pas gratuitement, c'est-à-dire qui vous prête avec une conditionnalité qui est stricte, et plus vous empruntez, plus les conditions macroéconomiques deviennent sévères. Merci. Moi, je parle d'un principe très simple, merci. c'est qu'un État Merci, membre Ali du Wassia. Fonds monétaire international qui accepte de signer un accord avec le Fonds est libre de le signer, de le passer ou de ne pas le passer. Sa souveraineté nationale est intégrale. Le Fonds monétaire fonctionne parfaitement dans un cadre qui peut être un cadre nominalement démocratique. Il ne cherche pas particulièrement à favoriser tel type de gouvernement, mais certaines solutions sont incompatibles avec ces programmes de privatisation et de l'économie de marché, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas avoir une option socialiste et appliquer une politique du type Fonds monétaire. Bien, je ne vais pas aller plus loin, je vais juste conclure là. Je pense que l'Afrique en sortira tant que nous aurons ces comportements de corruption et tout. Alors, c'est sur ça que je vais te conclure. C'est-à-dire que on a un choix. Comme je l'ai dit, on peut s'en sortir si nous décidons de faire des choix. Parce que la question que les États africains vont se poser, ou des intellectuels dirigeants du gouvernement vont se poser, c'est comment on arrive, puisque ce que nous vendons à l'extérieur ne suffit pas de trop pour couvrir nos dépenses. Parce que quand nous vendons, ce que nous exportons, nous payons déjà, non seulement quand nous exportons, nous payons la moitié d'un crédit. C'est comme un peu, on dit les trucs marguillas, là, les CTLM et autres, pour ceux qui connaissent ici, les marguillas, les CTLM et autres. C'est-à-dire, tu as un crédit, tu as des dettes à déjà rembourser, puis on te met la dette, tu dois la rembourser. Plus tu la rembourses pas, plus les, comme on dit, les AGIO, comme on dit dans les banques, pour les petites banques, mais pas pour les institutions bancaires. Donc, ça veut dire, ça augmente. Maintenant, quand tu viens vendre encore là, tu vas à perte, au fait. Parce que tu vends, tu combles le petit découvert, tu prends encore un autre crédit, tu viens
tu augmentes encore les intérêts. Donc, c'est une roue infernale qui n'a pas de fin et elle est vicieuse. Pour s'en sortir, c'est ce qu'il disait l'ex-directeur du Fonds monétaire international, il faut faire des restrictions. Donc, on parle de l'inflation. Comme dit, ouais, maman, tu sais, l'économie, c'est simple à comprendre. Hein. Bon, c'est fait exprès avec des mots un peu compliqués pour que les gens ne comprennent rien. Pourtant, en réalité, c'est très simple à comprendre. Je lui dis, mon ami, ça là, c'est pas ça que tu comprends, ça que tu dis que c'est simple. Mais va expliquer quelque chose de simple à la masse. C'est compliqué. Donc, il faut réduire le train de vie de l'État. Il faut réduire le train de vie de l'État. Donc, le coût de la vie de l'État, il faut réduire ça. Il faut créer l'épargne intérieure. Donc, il faut qu'on arrive à autosuffire. C'est-à-dire, ce que nous consommons là, nous devons produire ça. Ça doit être une priorité existentielle. Une priorité existentielle. Ce que nous consommons, nous devons le produire sur place. Donc, il faut industrialiser. Pour produire, afin de couvrir l'étendue des États. Parce que comment expliquez-vous que c'est grâce aux États africains que l'Inde a un quota? Parce que l'Inde exporte. L'Inde s'est industrialisée dans tout ce qui est céréales, dans tout ce qui est riz, dans tout ce qui est textile. Et donc, ce que l'Inde exporte là permet à l'Inde d'avoir une quote-part. Mais les quotes-parts des États africains là, c'est 0,00001%. Donc, ça pèse rien. Donc, on est obligé, c'est-à-dire, tu es obligé d'emprunter sur le dos de quelqu'un. Donc, déjà, il y a une marge qui est déjà énorme, qui est de 40%. De 2. Quelqu'un a écrit en chinois ici. Ça, c'est qui ça là? Hein? Tu fais exprès ou quoi? Écriture chinois qui est sorti ici là. Qui va lire ça? Anglais même, c'est compliqué ici dans ma main. Mais pourquoi vous l'avez comme ça même? Donc, il faut industrialiser les États africains. Nous avons des terres agricoles. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à produire? C'est parce que nous ne sommes pas industrialisés. Donc la priorité, c'est l'industrialisation. Parce que les États-Unis ont commencé par l'industrialisation. La France a commencé par l'industrie. L'Allemagne a commencé par l'industrie. L'Inde a commencé par l'industrie. Le Japon a commencé par l'industrie. La Chine a commencé par l'industrie. Pourquoi un continent de 53 États commence pas par l'industrie? C'est-à-dire, dans chaque pays, peut-être que tu as un industriel, mais on doit avoir plusieurs industriels. On dit les industriels chinois, les industriels français, les industriels allemands, les industriels américains. Mais quand tu prends un pays africain, c'est-à-dire que tu as un industriel par pays. Mais ces industriels par pays-là doivent apprendre à collaborer ensemble pour élever ensemble l'Afrique. Puisque nos richesses là, on met ça dehors. C'est-à-dire, les riches africains ont leur richesse. Seigneur Jésus. Les riches africains ont leur richesse qui est où? Qui est à l'extérieur, qui est dans des banques extérieures. Ils achètent des maisons à ne point en finir, des maisons. Une personne peut avoir au moins 100 maisons. Une personne peut avoir 500 maisons. Est-ce qu'avoir 500 maisons, c'est de la richesse que tu crées? Non. C'est créer de la dépendance et non de la richesse. Or,
l'argent qu'on investit dans 100 maisons, on peut investir dans la transformation. L'argent qui achète des châteaux en Espagne peuvent acheter des usines et construire des usines. Daouda Koulibaly, tu as aimé ma princesse. Donc, il faut de l'industrie pour permettre aux États d'être indépendants sur le plan alimentaire. Parce que quand on prend l'Afrique, il y a de la consommation, c'est-à-dire il y a du monde pour consommer. Mais produisons déjà. Mais le problème, c'est que nous sommes nombreux sur le continent, mais ce que nous consommons, nous ne produisons pas. Ça ne suffit pas pour couvrir le continent. Donc, on va rendre l'Inde riche, qui a plus de quote-part, qui exporte beaucoup à l'exportation, donc qui devient une puissance, qui a une industrie, on dit, qui devient des pays émergents. À part l'Afrique du Sud, un peu, qu'on parle de pays émergents parce que ils ont un peu tout ce qui est, ils sont en train de faire un peu tout ce qui est centrale au nucléaire. Mais oui, depuis 53 États. 53 États. Même le vêtement, on ne le produit pas. On n'a pas industrialisé. Vous savez, je prends un exemple simple. On a des vêtements type de pays traditionnels, comme Daouda il a déjà parlé des Bogolons Korogolais. Mais ça, ce sont des choses qu'il faut industrialiser pour les mettre sur un marché de façon que ça ne reste pas de façon typique traditionnelle. Que ça ne reste pas typique traditionnel, mais que ça soit accessible, que ce soit travaillé, que les motifs... Ça s'appelle de la recherche, Daouda. Travailler, ça s'appelle de la recherche. Pour que, quand on peut prendre le tissu, mais quand on est dans le truc très traditionnel, tu vois, on a des tissus traditionnels qui sont riches, qui sont durs, qu'on oublie de porter, donc ça veut dire, ça reste comme si c'était des déguisements. Non. L'Inde s'est industrialisée et aujourd'hui, tous les grands stylistes de ce monde vont en Inde pour acheter du tissu. Mais ils ont réussi à industrialiser le tissu. La Chine, pareil. Mais pourquoi nous, on n'y arrive pas? Avec tous ces motifs de couleurs, ces motifs divers et variés, de couleurs, de mosaïques, on peut industrialiser. Et c'est toute l'Afrique. Si on a réussi à faire l'industrie du textile, mais de façon qualitative et bon marché. Donc, il faut investir dans la recherche. Mais c'est de la consommation. C'est la consommation qui crée la richesse intérieure. C'est pas autre chose. Hein? La richesse intérieure, c'est la consommation. Mais si les gens n'ont pas l'argent, ils ne peuvent pas consommer. Si les gens ne consomment pas, l'économie intérieure meurt. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du crédit à l'extérieur. Et quand on prend crédit à l'extérieur, il y a des taux. Et voilà. Donc, c'est vraiment pas, c'est pas sorcier. Hein. C'est pas sorcier. C'est tellement simple à comprendre. Et mes frères et sœurs, je pense que je vais m'arrêter sur ce. Mian, merci, je vais m'arrêter sur ce. Et puis vous souhaiter une excellente soirée. Et pour tous ceux qui sont dans la diaspora, demain, il y a 2 événements à Paris. Je vais vous donner à Nanterre, il y a l'association des Agnis. Donc, j'appelle ici tous les Agnis qui me suivent. C'est à Nanterre, à la salle Chevreuil. Je vous donne l'adresse exacte. C'est à Nanterre pour tous les Agnis. On veut voir les Agnis, on va voir force des frappes. Il faut que les Agnis sortent massivement demain. Pour rester demain, samedi 4 mai, de 20 h à l'aube. C'est la grande soirée culturelle des Agnis. Et c'est à la salle Espace Chevreuil, à Nanterre,
Espace Chevreuil à Nanterre, au 109, 97 109 avenue de la Liberté, 92 Nanterre. C'est pas très loin de la Défense à Paris. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est pas loin de la Défense. Quand tu as la Défense, tu es à Nanterre. C'est 97 109 avenue de la Liberté, 92 à Nanterre. Une soirée culturelle. Agni, sortez les Agni. On veut voir les Agni. Vous êtes où? Vous êtes attendus demain. Pour notre jeune artiste, notre sœur Roséline Layo au Casino de Paris. Je pense qu'elle est à Paris. Allez-y massivement. Non seulement soutenir votre sœur, et puis apprécier le talent de votre artiste ivoirienne qui est à Paris. Remplissez la salle. Soyez là. Allez-y. Éclatez-vous. Amusez-vous. Et je pense que le show sera dingue. Chez moi, il y a des modèles. Hein. Les modèles. Et puis, n'oubliez pas, le 10, c'est aussi le concert. C'est le 10, hein, le concert de José, qui sera aussi au Casino de Paris. Je vous souhaite une excellente soirée. Plaisir d'avoir partagé ces moments avec vous. Et puis, on continuera comme ça, au fur et à mesure. On va apprendre ensemble. Et puis aussi, à travers vous, j'apprends. Je pousse aussi la réflexion. Je pousse aussi la recherche. Et ça me permet d'apprendre aussi tout ce qui est géopolitique. Je vous embrasse. Plein de bises. Oh, merci, je vous embrasse. Bisous, 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 bisous. Cœur, 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 cœur. Bisous à chacun d'entre vous. Très belle soirée. Daouda, bis à toi, bis à Limasila, bis à Jeannette, bis à Diko, bis à tout le monde, tous ceux qui m'ont suivi. Je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets. J'espère que j'ai essayé d'être un peu plus clair dans mon explication. Et puis, s'il y a d'autres questions, je vous lirai au fur et à mesure. Et puis, j'essaierai d'apporter quelques réponses à vos préoccupations. À très bientôt. Bye bye. Bonsoir.